Bonjour, petit historien, petite historienne. Voici le dernier cours sur la Première Guerre mondiale, que l'on appelait aussi la Grande Guerre. On est dans le moment de la guerre où les alliances ont un peu changé, hein? Donc, on a l'Empire ottoman qui est la Turquie, la Bulgarie, il y a la Roumanie, la Grèce, il y a plein de pays, en fait, qui vont s'ajouter aux alliances de part et d'autre. OK? On est en 1915. La guerre est de plus en plus mondiale, c'est le cas de le dire. Il n'y a plus juste les colonies maintenant qui se battent. On est en 1916, la guerre piétine. On veut s'envahir les uns les autres, autant du côté des Alliés que des Allemands, mais ça n'avance pas beaucoup. À un moment donné, les Allemands en ont assez et ils veulent en finir. Ils ont préparé un plan dans lequel prendre Paris deviendrait une réalité, une possibilité. Le 21 février, ils vont lancer une grande offensive sur Verdun. Verdun, c'est une ville très importante parce qu'elle est très fortifiée. Fortifiée, ça veut dire qu'autour de Verdun, il y a plein de forts. Et des forts, pour une armée, c'est des endroits où on va monter la garde, où il y a beaucoup d'armes, beaucoup d'armements, beaucoup de munitions. Des forts, ça sert à protéger le territoire. Les Allemands se disent, si on réussit à prendre une ville où il y a beaucoup de forts, on va nuire beaucoup à la défensive des Français. Alors, il y a eu deux grandes batailles. Il y a eu Verdun et la Somme. Les Québécois ont participé à ces deux batailles. Les deux batailles ont été très importantes. Euh, nous, on va surtout parler de Verdun aujourd'hui, parce que sans Verdun, l'issue de la guerre n'aurait pas été la même. C'est des combats qui ont duré pendant 6 mois, ces deux batailles-là, OK? 6 mois, ça veut dire que à toutes les 5 minutes, il y a un mort, 24 heures sur 24. Il y a eu 700 000 victimes dans ces deux seules grandes batailles-là. C'est les endroits dans les tranchées où ça a fait le plus mal. Les tranchées ont été envahies, les tranchées ont été détruites, il a fallu refaire des trous. Ça a été des batailles très, très, très importantes dans la Première Guerre mondiale. Pourquoi les Allemands voulaient attaquer Verdun? Ben, en fait, c'est que Verdun est positionné à un endroit juste en dessous de la ligne de front et Verdun permettrait un accès direct à Paris. Donc, c'est le chemin le plus court qu'ils ont trouvé pour se rendre à Paris à cause des chemins de fer puis des routes qui existent déjà. Donc, ici, avec ma flèche, là, je te montre c'est où Verdun. C'est ici que ça s'est passé, d'accord? Donc, c'est ici que ces batailles-là ont eu lieu. Souviens-toi que les Québécois, on est beaucoup ici, les Canadiens, là, on est tout près, là, on est collés sur Verdun. C'est pour ça qu'on y a participé. Ce qui est en beige, c'est tout le territoire occupé par les Allemands. Ce qui est en vert, c'est le territoire occupé par les Alliés. Et tu vois la capitale Paris marquée d'une étoile, c'est ce que les Allemands veulent atteindre à tout prix. En fait, Verdun, c'est fait sur des collines, c'est des côtes qui sont là. Tu reconnais, tu reconnais mes amis de C'est pas sorcier, hein? Je trouve que la vidéo de C'est pas sorcier explique vraiment bien la bataille de Verdun. Je te le mettrai en pièce jointe si tu as envie d'aller l'écouter, tu iras l'écouter. Ça te parle de la Première Guerre en général. C'est vraiment un, un très bon épisode de C'est pas sorcier. Donc, la deuxième raison pour laquelle les Allemands voulaient attaquer Verdun, c'est qu'ils avaient observé les cartes, hein, ils avaient volé des cartes du territoire et tout ça, et ils se rendent compte que si on prend Verdun, un côté de Verdun, il y a plein de forts, il y a plein de lignes de chemin de fer, et si on leur laisse la deuxième moitié au sud, il ne reste qu'un chemin de fer et qu'une petite route. Donc, ce qu'on ferait si on prenait Verdun, on limiterait de beaucoup les déplacements des Français. Alors, les Allemands veulent prendre la ville de Verdun pour être capables de prendre le contrôle du transport et des voies. VOIES, les chemins. Alors, le fort qui était désarmé, il avait enlevé les canons sur le fort, ils l'ont assailli et ils se sont installés en haut des collines et de là, ils vont bombarder, bombarder, bombarder.
Du côté français, ben, il reste juste un petit chemin de fer et une petite route. En fait, c'est plus un sentier de terre fait pour les charrettes. Là. Tu sais, il passe pas grand monde là-dessus. On est très désavantagés. Comment tu veux que les Français acheminent des troupes et des troupes de soldats s'il y a juste un petit chemin de terre comme ça? On n'arrivera pas à ravitailler le personnel à Verdun des soldats assez rapidement et on va se faire bouffer par les Allemands. Et du côté des Allemands, ben, ils ont plein de chemins de fer, ils ont plein de routes, les troupes arrivent rapidement. Euh, les Allemands ont attaqué, mais les Français ont réagi très vite. Ça, c'est pour te montrer que Verdun, il est comme fait en deux parties. Tu as la partie au nord de la Meuse. La Meuse, c'est une rivière, OK? Tu as la rivière qui coupe la ville en deux. Les Allemands vont prendre le nord et nous, on va être pris là, à Verdun en bas. Donc, tu vois tous les forts qui sont là? Ça en fait beaucoup, là. Donc, les Allemands veulent prendre tout ce qu'il y a au nord de la Meuse, nous laissant seulement ce qu'il y a en dessous. Dans le but, éventuellement, de le prendre, puis de se rendre à Paris. On avait, du côté français, un maréchal, un chef d'armée. Il s'appelait le maréchal Pétain. C'est vraiment son nom. C'est un drôle de nom, hein, mais c'est ça. C'est lui, le maréchal Pétain. Et lui, il a eu une stratégie qui a été favorable aux Français. Tu sais, une stratégie de guerre, la personne qui prend la décision de l'appliquer sait jamais vraiment si ça va fonctionner ou pas. On espère que oui, mais bon. Ici, le maréchal Pétain a eu une très bonne idée et elle a fonctionné. Tant mieux pour nous. Ce qu'il a fait, c'est que en une couple de jours, il a rapatrié un paquet de soldats qui se sont affairés à élargir le chemin, de sorte que les camions puissent se rencontrer là, sur le chemin, un à gauche, un à droite, et ils se rencontrent, si bien qu'on peut rapatrier plein de soldats par voie routière comme ça, de même que par le train. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le plus d'hommes possible, le plus rapidement possible pour se battre contre les Allemands qui arrivent rapidement. Alors, tu vois ici, en quelques jours seulement, on a élargi la voie, on a fait un chemin. Et puis, regarde le nombre de soldats qui sont arrivés. Ça, c'est une photo. On les voit, ce sont des soldats français. Donc, ils arrivent par d'immenses convois et ils s'installent dans la ville de Verdun pour affronter les Allemands. Les Allemands ont avancé pas mal. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que là, on voyait les Allemands avancer et on s'est dit, il faut rapidement venir rassembler toutes les troupes à Verdun pour les arrêter. Les Allemands, là, ils étaient sur la ligne bleu foncé en arrière. Ça, c'était le 21 février, comprends-tu? Et quand on est rendu au mois de juillet, ils ont parcouru jusqu'à la ligne bleue pâle. Il fallait absolument les arrêter. La ville de Paris était en danger. C'est à Verdun que ça s'est passé. Donc, Verdun a été bombardé, c'était un immense cratère, 300 jours d'enfer et, contre toute attente, les Français finissent par gagner la bataille. C'était vraiment incroyable. Mais regarde ce qui en est advenu de Verdun. T'as Verdun avant, avec la Meuse là, qui coule, Verdun avant, Verdun pendant la guerre et Verdun après. Il ne reste plus rien de Verdun. Il a fallu tout reconstruire. T'as vu comment la folie des hommes peut être dévastatrice? C'est incroyable. Verdun, aujourd'hui, existe encore dans son emplacement où elle existait. Regarde le paysage. C'est comme si la nature avait repris sa place parmi les trous d'obus, les cratères et tout ça. Quand tu te promènes dans cette campagne-là aujourd'hui, c'est plus une ville d'ailleurs, hein? C'est une grande campagne. Il existe encore des sentiers. Il reste plein de pièces d'artillerie, des trous, d'anciennes tranchées que tu peux visiter à Verdun aussi. En bas à droite, ce que tu vois, c'est la colline de Verdun où là, à force de bombardements, de sap et tout ça, il ne reste que des trous. Et au bord du trou, je ne sais pas si tu le vois sur l'image en bas, en blanc, il y a comme un bâtiment blanc. Ce bâtiment blanc-là, on le retrouve sur la photo en haut à gauche. C'est un musée, c'est un grand musée de la guerre, c'est un centre commémoratif pour se rappeler en fait de cette bataille qui aura duré 6 mois et qui aura fait tellement de morts. Tu vois hein, sur l'image le cimetière qu'il y a là?
tous les soldats qui ont combattu à Verdun, qui y sont morts, sont enterrés sur le champ de bataille directement. Alors ouais, ça fait partie de mes projets de vie, d'aller visiter ça un jour. C'est quelque chose, hein. Ça, c'est aussi la bêtise humaine. Donc, toujours est-il que ces villages-là, il n'y a pas juste Verdun, tous les villages qui ont été près de la ligne de front se sont tous retrouvés dans cet état-là. Des gens ont perdu tout ce qu'ils avaient, des fermes, des magasins, des usines. Partout, partout, c'était la désolation comme ça. C'est ça que ça fait, les bombardements. Alors, partout dans le monde, tout le monde doit faire ce qu'on appelait l'effort de guerre. Parce que quand un pays est en guerre, quand ses hommes sont partis à la guerre, bien sûr que l'économie ne fonctionne plus aussi bien. Bien sûr que les fermes ne fonctionnent plus aussi bien non plus. Donc, on a moins de nourriture à manger. Il faut inciter la population à moins manger. C'est spécial, t'as faim, tu veux manger, mais on est en temps de guerre, on manque de bouffe. Il faut réglementer combien chaque personne peut manger par jour. C'est grave, hein? Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, on a rationné les aliments. On l'a fait en France, mais on a eu ça chez nous aussi, là. Ça a existé chez nous aussi. On va rationner la viande, le sucre et le café. Tu vois ici, le matin, les femmes devaient faire la file dans les épiceries pour aller chercher la nourriture dont elles avaient droit pour la journée. Tu ne pouvais pas te remplir un garde-manger pour dire, bon, on est correct pour un mois. Il n'y avait pas de congélateur non plus dans ce temps-là. On devait acheter ce qu'on avait besoin pour la journée à chaque jour. Et les gens avaient ce qu'on appelle des coupons de rationnement, comme tu vois en haut à gauche. Ces coupons-là étaient donnés à chaque famille et tu avais droit à telle quantité de pain pour ta famille par jour. Et tu allais au magasin et chaque fois que, supposons que tu vas au magasin le 21 mai pour aller chercher ton pain, tu avais un coupon de rationnement de pain, comme on le voit ici à gauche. L'épicier te donnait ton pain et il poinçonnait le numéro 21 de ton carnet. Tu pouvais pas dire, ben j'en prendrai pas le 21, je vais en prendre deux le 22. Non, tu pouvais pas faire ça. C'était effectif pour le jour même. On rationnait le sucre, le thé, le café parce que ces produits-là nous viennent de nos colonies. Puis nos colonies sont toutes en guerre. Les gars sont partis se battre. Il n'y a plus de production, donc il faut se rationner. On incite les gens à, regarde la publicité, économiser le pain, couper-le en tranches minces. Et aïe, aïe, les gens devaient tellement avoir faim pendant la guerre. Et aussi, il fallait garder de la nourriture pour envoyer à nos soldats qui étaient dans les tranchées. Ah, c'était pénible pour tout le monde, même pour ceux qui n'étaient pas à la guerre. Au Canada, je te dirais qu'on était moins affectés côté bouffe comparativement à tous les pays d'Europe. On vivait de notre agriculture, c'est pas tous les hommes qui étaient obligés de partir à la guerre. Tu te rappelles, on était d'abord sur une base volontaire. Ça a été long avant que la conscription arrive. Donc chez nous, c'était moins difficile. On était rationnés, mais moins sévèrement que tout ce qui se passait en Europe. Une façon qu'on avait demandé aux Canadiens d'aider à nos soldats partis à la guerre, c'était d'acheter des bons de la victoire. T'achetais ça, puis le gouvernement avec les. C'est comme si tu achetais. C'est comme si tu ouvrais un compte épargne à la banque, par exemple. Ça veut dire que tu laisses de l'argent dans ton compte et puis ton compte, il fait des profits, il fait de l'argent lui-même. Et les profits, ce qu'on faisait, c'est que la banque donnait les profits de ces bons de la victoire-là aux soldats à la guerre. Donc, tu achetais des bons de la victoire, tu aidais les soldats dans les tranchées, tu aidais aussi les femmes qui perdaient leur mari durant la guerre, parce qu'une femme, exemple, une femme a 8 enfants, son mari est parti à la guerre, ils ont une ferme. Le mari meurt à la guerre. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pauvre femme? Elle se retrouve avec toute la charge, avec les enfants, la ferme à gérer. Elle avait besoin d'argent, donc par les bons de la victoire, on réussissait à aider ces gens-là du mieux qu'on pouvait. En temps de guerre comme en temps d'épidémie, les gens se tiennent et ils se soutiennent, ils s'entraident. Veux pas, hein? Dans la misère, si on se tient pas, on vaut pas grand-chose comme peuple. Tiens, ça c'était une publicité justement canadienne. Buy your victory bonds. Achète tes bons de la victoire, puis c'est un soldat qui te le dit. C'est un peu convaincant.
Et ça, c'est une photo de famille, tiens, prise durant la guerre. C'est bien sûr que le papa n'est pas là. Ce papa-là, il était parti au front probablement. Les femmes devaient continuer la vie comme elle était avant. Les enfants continuaient d'être des enfants. C'est pas parce qu'il y a une guerre que les enfants arrêtent de vouloir manger, jouer, aller à l'école. Donc, les femmes ont eu toute la responsabilité de la société durant la guerre. On n'en parle pas beaucoup de ça, hein? On parle beaucoup des soldats dans les tranchées, c'est sûr qu'ils donnaient leur vie, il faut en parler, c'est important. Mais on oublie souvent que durant les 2 guerres mondiales, celles qui ont maintenu le reste du monde à bout de bras, ce sont bien les femmes. Mais ça, notre histoire n'est pas encore super haute au niveau de la reconnaissance du travail des femmes. Ça fait pas longtemps que les femmes ont leur place dans la société. Alors, regarde, les femmes qui sont à la ferme, ben, font ce qu'elles peuvent. Si des animaux ont été réquisitionnés, il n'y a plus personne pour tirer la charrue. Donc, comme je te disais, dans la misère, on se soutient. Ces femmes-là se sont liguées ensemble. Les frères, pas les frères, mais les sœurs, les tantes, les cousines, les voisines. On s'entraide pour labourer. Il faut continuer à cultiver. On cultive moins, c'est sûr, mais il faut continuer à cultiver. Il faut manger. Alors, les enfants, souvent, vont arrêter d'aller à l'école parce qu'il faut travailler sur la terre. On n'a pas le choix. Il faut que ça continue. Et les femmes qui habitent en ville, ben, elles vont devoir aller travailler en usine. Les femmes vont prendre le travail que leur mari occupait. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. Les femmes, supposons que son mari était mécanicien de train, ben la femme, une fois que son mari va être parti à la guerre, va aller prendre son travail de mécanicienne de train. Elle va devoir apprendre rapidement les rouages du métier et travailler à la place de son mari. Si le mari travaillait dans une usine pour fabriquer des pièces automobiles, par exemple, la femme arrivait dans l'usine de pièces automobiles et l'effort de guerre a fait en sorte que plusieurs usines se sont transformées durant la guerre. Alors qu'on fabriquait des pièces automobiles, on avait des fours pour faire fondre le métal et tout ça, ben, on se servait de l'usine qui était toute équipée pour maintenant fabriquer des armements. Plusieurs usines ont été converties en usines d'armement. Il fallait en faire et en faire et en faire. Parce que la guerre, c'est des bombes qui éclatent 24 heures sur 24. Des bombes, il faut en faire sans arrêt. On en fait au Canada, on en fait en Europe, on en fait partout. Donc, les femmes travaillent beaucoup à l'armement. Il y a d'autres usines qui, eux, fabriquaient, je sais pas moi, des bas nylons, disons. Ben, cette usine-là, qui était équipée pour faire de la couture, elle se voyait transformée en usine de uniformes pour les soldats, de fabrication de masques à gaz, de bottes, de molotières. Les femmes travaillaient à fournir l'armée. Tu vois, des femmes qui font des bombes, on appelle ça des obus. Et puis, des femmes qui sont devenues mécaniciennes de train subitement. Et ce qui est spécial dans l'histoire, c'est qu'une fois que la guerre a été terminée et que les époux sont revenus à la maison, ceux qui sont revenus, parce qu'il y en a plusieurs qui sont décédés, après la guerre, les femmes avaient travaillé, avaient été salariées, avaient eu un salaire. Puis les femmes avaient trouvé ça le fun, entre guillemets, là. Peut-être pas le fun, là, mais avaient trouvé ça intéressant de pouvoir être pourvoyeur pour sa famille. Ça veut dire subvenir aux besoins de sa famille. Avant, c'est juste les hommes qui rapportaient de l'argent à la maison. Là, les femmes, ouais. Sauf que quand les maris sont revenus, ils ont repris leur poste là où ils l'avaient laissé. Donc, les femmes ont dû retourner à la maison. Et il y en a, bien sûr, qui ont dit, moi, j'aimerais ça rester. Et elles ont été obligées de retourner à leur fourneau. On n'a pas accepté que les femmes travaillent dans les usines à la place de leur mari. C'était comme ça, à ce moment-là. Donc, en 1917, là, la population en a plein son casse. On n'en peut plus de cette guerre-là. On n'en peut plus. Les femmes sont fatiguées de faire rouler la ferme toute seule. En ville, tout coûte cher, puis les épiceries sont vides, puis on a faim. On fait des grèves, on manifeste dans la rue, on veut que la guerre arrête, on supplie le gouvernement. Écoute, la population est comme en furie. La population est tannée. La population est en dépression. Puis c'est la même chose au niveau des soldats. Dans les tranchées, dans les abris,
Écoute, ça chante des chansons, là, genre Adieu l'amour, adieu la vie, adieu. Ben, tu sais, là, écoute, mon Dieu, c'est dépressif, hein, Titi, là. Les gars sont fatigués, puis ça finit plus, puis ils savent pas s'ils vont survivre, ils savent pas s'ils vont manger, ils savent pas si son ami va mourir demain, ils savent plus rien. Donc, on organise même des espèces de rébellions. On va se faire des petites réunions, puis là, ils se craignent entre eux autres. Ils disent, ouais, là, c'est la paix qu'il nous faut, on va tuer nos femmes à Paris. Ils s'inventent des histoires, puis ils y croient, là. Pas vrai qu'on tue les femmes à Paris. Mais on a peur, puis on se met à paniquer. Et puis là, ben, il va y avoir ce qu'on appelle des mutineries. Dans l'armée, une mutinerie, c'est quand le soldat refuse d'obéir aux ordres ou qui va monter une gang contre un chef, contre un sergent ou un capitaine. Ça, c'est une mutinerie et dans l'armée, c'est passible de la peine de mort. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'ai déjà expliqué que dans l'armée, il faut qu'un soldat soit prêt à répondre à tout ordre qui lui est donné. Il n'y a pas à juger si c'est bon ou c'est pas bon. Tu dois obéir et c'est tout. Et là, en 1917, on commence à mettre en doute les décisions de nos officiers. On commence à ne plus vouloir leur obéir. Donc, il y a eu un bon épisode d'une mutinerie en 1917 dans les tranchées. Et comme si c'était pas assez, là, on a faim, on est découragé. Imagine-toi donc, en 1917, la guerre va prendre tout un tournant parce que ce que tu vois là, lui, il s'appelle Lénine. C'est un personnage très important pour la Russie. En fait, en 1917, la Russie a fait à l'intérieur de la Russie une révolution. C'est comme s'il y avait eu un genre de guerre en Russie qui faisait la guerre en même temps durant la Première Guerre mondiale. C'était une révolution. En fait, Lénine écoutait la population qui disait on n'en veut plus de la guerre, on veut récupérer nos terres, on veut pouvoir faire ce qu'on veut chez nous, on ne veut plus se battre contre les Allemands. Et Lénine, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a écoutés. Les gens en pouvaient plus. Là. Il avait subi plusieurs défaites importantes. Il y a plusieurs Russes là, qui ont été tués durant cette guerre-là. On trouvait que l'armée était plus aussi efficace, qu'on était voué à perdre de toute façon. Fait que Lénine puis son ami qui s'appelle Trotsky, c'est un drôle de nom, Trotsky, il organise une grande réforme. On va appeler ça la réforme bolchevique. C'est un bien grand mot que je t'expliquerai pas aujourd'hui, là. Mais finalement, ils vont demander à l'empereur la paix, la terre. Il va demander ça à l'empereur. L'empereur ne leur accordera pas. Enfin, il faut que tu saches que la Russie, c'est un empire durant la guerre, hein, tu te rappelles. Et le tsar, tiens, je pense que je l'ai ici, oui, c'est ça. T'as le tsar, là, Nicolas II, c'était l'empereur de Russie. Et puis t'as les gens en bas, là, qui font la révolution dans les rues, qui n'en veulent plus de ce règne-là. On est à l'époque, souviens-toi, où les empires, on commence à ne plus en vouloir. Souviens-toi là, qu'on a mis le roi dehors en France, et là, ça continue un peu partout. On veut se débarrasser des empereurs et des rois. Ben, c'est arrivé en Russie. Il y a eu une grosse révolution et le tsar a été obligé d'abdiquer. Ça veut dire qu'il a tout abandonné, il a tout laissé. Si bien que les chefs, maintenant, le chef, c'était lui. Il s'appelle Vladimir Ilitch Ulyanov. C'est son vrai nom. Mais on l'appelait Lénine, c'est moins compliqué. Donc, lui, c'est lui qui a pris la tête du parti bolchevique et qui a c'était le premier pays, la Russie, ça a été le premier pays socialiste. Je n'expliquerai pas ça non plus parce que c'est vraiment compliqué. Tu vas voir ça en secondaire 5 quand tu vas prendre ton cours d'histoire. Donc, bref, la Russie, ce n'est plus un empire, c'est maintenant dirigé par Lénine. C'est un pays et imagine-toi donc que Lénine a décidé que lui, là, il voulait plus faire la guerre. Il a dit, moi, je joue plus. Il a débarqué de l'alliance avec la France et l'Angleterre. Regarde, on a une carte maintenant, là. On reconnaît la carte de 1917. Ben, la carte à cette heure-là, on doit se passer de la Russie. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer comment se sentent la France et le Royaume-Uni en ce moment-là, mais ils ont vraiment la chienne, parce que ce qui nous était favorable quand on avait la Russie, c'est que d'un côté, tu avais la Russie, puis de l'autre côté, tu avais la France et le Royaume-Uni. On pouvait espérer prendre en sandwich la triple alliance au milieu. Mais là, si la Russie débarque, on se retrouve finalement à être seulement sur le front ouest.
Alors l'Allemagne n'a plus besoin de combattre vers la Russie. Toutes les troupes allemandes vont se garrocher sur la France. Oh là là, là on a peur. On a tellement peur que, comme c'est écrit ici, on va espérer l'aide des États-Unis. Parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis ne sont pas venus, là. Ils sont pas venus faire la guerre du tout. En fait, lui, il s'appelle Woodrow Wilson. C'est beaucoup de W dans un nom. Woodrow Wilson, c'était lui qui était le président des États-Unis à cette époque-là. Et lui, jusqu'en 1917, il n'a pas voulu que les États-Unis fassent partie de la guerre. Parce que pour lui, là, lui, c'est les États-Unis, c'est ce qui était en rouge. J'ai pas trouvé de carte où l'Alaska était pas en rouge. Au moment de la guerre, l'Alaska, là, en rouge, en haut, à gauche, c'était pas aux États-Unis, OK? Mais bref, ce que tu vois en rouge, là, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, eux, ont fait leur indépendance. Souviens-toi, à la fin des années 1700, les États-Unis sont devenus indépendants. Ils n'appartiennent plus à l'Angleterre. Ils ne sont plus une colonie. C'est leur pays, leurs affaires, leurs bébelles. Ils veulent rien savoir de cette guerre qui a lieu en Europe. Woodrow Wilson se dit, si c'est la guerre partout dans le monde, c'est à cause des Européens qui veulent avoir le plein pouvoir. Woodrow Wilson, il dit, ça m'appartient pas ça, ce que les Européens veulent. Moi, je veux continuer à travailler pour mon pays et faire de mon pays un pays encore plus grand. Puis c'est pas en envoyant des soldats à la guerre que mon pays va se développer. Alors, 1914, 1915, 1916, 1917, les États-Unis ne participent pas à la guerre. Pas du tout. C'est ça. Ils se disaient que la guerre était européenne puis qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Sauf que, à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Il y a deux événements qui se sont produits puis qui ont fait en sorte que les États-Unis ont dit, ben là, ça va faire, puis ils sont rentrés en guerre. La première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un gros bateau qui s'appelle le Lusitania. C'est un bateau qui vient d'Angleterre. Et les Allemands, avec un U-boat dont on a parlé là, au cours précédent, il a coulé le Lusitania. Il a envoyé une torpille, puis plouf, plouf, le bateau a coulé. L'affaire, c'est que ce bateau-là faisait la navette entre l'Angleterre et les États-Unis et il y avait à bord du Lusitania 128 États-Uniens sur le bateau et les 128 ont coulé avec le bateau. Comprends-tu? Alors là, Woodrow Wilson s'est dit, oh pelaille, là, s'il faut que les Allemands se mettent à tuer des États-Uniens, là, par exemple, ça se peut que je m'en mêle. Mais bon, il laisse ça comme ça. Un peu plus tard, au mois de février, là, les Britanniques ont intercepté un télégramme, OK? Et les Britanniques ont intercepté un télégramme qui était crypté. OK? Je vais te le montrer, tiens. C'est ça le télégramme qu'ils ont... non, c'est celui-là ici. Bon, il était écrit en allemand, là, mais ils ont fini par le déchiffrer puis ils l'ont traduit. Ils ont réussi, les Britanniques, à trouver le code parce que quand ils ont envoyé le télégramme, c'était juste une série de chiffres. Celui qui reçoit le télégramme a le code pour déchiffrer le télégramme. Mais quelqu'un qui pogne le télégramme comme ça sur les ondes, il ne peut pas comprendre le message parce que c'est juste un paquet de chiffres. Ben, il y a des spécialistes britanniques qui étaient spécialisés dans le décryptage qui ont fini par être capables de décrypter ce message qui avait été envoyé. C'est un message qui a été envoyé par les Allemands jusqu'au Mexique. Et les Allemands, en gros, ce qu'ils disent aux Mexicains, c'est si vous vous liez à nous, si vous vous joignez à notre alliance, ben quand on aura gagné la guerre, je vais vous aider à regagner certains territoires qui vous appartenaient avant et que les États-Unis vous ont pris. Les territoires en rouge, là, au-dessus du Mexique, c'est les territoires que les États-Unis ont volé, là. Ils ont fait la guerre pour l'obtenir, mais le Mexique avait perdu ces États-là et l'Allemagne leur dit « Je vais vous aider à récupérer les États que vous avez perdus. » Et puis, en plus, je suis en train de faire la même chose avec le Japon, fait qu'on va devenir là, invincible. Alors là, les Mexicains ont regardé le message et puis les Mexicains ont décidé que non, finalement, ils n'embarquaient pas. Et une chance parce que les Britanniques ont déchiffré le message. Et là, suite à ça, Woodrow Wilson il a dit « Mais les Allemands, ils me cherchent? Ben, ils vont me trouver. »
Depuis 1914, et même avant ça, les États-Unis se forment une armée. Parce que là, ils ne veulent pas faire la guerre, mais on ne sait jamais si les Allemands attaquent. Il faut qu'ils soient prêts à riposter. Donc, en avril 1917, les États-Unis sont entrés en guerre à nos côtés avec les Alliés. Et ils ont fait une grosse conscription. Tous les hommes qui étaient âgés entre 20 et 31 ans ont été obligés de s'engager dans l'armée. Et les États-Unis, à ce moment-là, ont envoyé 3 millions de soldats en Europe. Ils avaient fait une grande campagne publicitaire. C'est cette affiche-là qu'on voyait placardée partout aux États-Unis. C'est Uncle Sam qui est habillé aux couleurs des États-Unis et qui dit I want you for US Army. On l'appelait Uncle Sam parce qu'en anglais, Uncle s'écrit U-N. C-L-E, Sam, S-A-M. Donc, Uncle U, Sam, S, U-S. OK? Donc, c'est juste un symbole. Mais, ouais, c'est cette affiche-là que les Américains connaissent beaucoup, beaucoup. Ça a été un pan très important de leur histoire. C'est pas rien parce que c'est le fait que les États-Unis soient arrivés à la guerre que la guerre s'est terminée. Donc, c'est un peu lui qui a incité à ce que la guerre mondiale prenne fin. C'est celle-là. C'est Wilson qui a fait afficher ça partout aux États-Unis pour encourager les gars à aller s'engager. Donc, les v'là, nos soldats américains, avec leur bel uniforme neuf. Eux, là, ils arrivent en 1917 en France, sur la ligne de front. Pendant que nous autres, on est là à dépresser là, dans nos abris, puis à dire adieu la vie, je suis plus capable, j'en ai plein mon casse de la boîte. OK, on n'en peut plus, nous. OK, on n'en peut plus. Eux, ils arrivent frais, dispo, bien entraînés, avec des armes à la fine pointe de l'époque. Écoute, ça nous a vraiment crinqué. OK? La plupart sont venus se battre en France. Donc ici, ils ont apporté avec eux des canons, des tanks, des armes, des soldats et surtout, beaucoup, beaucoup de courage. Ce qui fait que ça n'a pas été long que tu vois, la ligne, là, elle a été repoussée jusqu'en en Allemagne. Les Allemands ont été repoussés chez eux parce que les États-Unis sont embarqués avec nous. Il y a eu des grosses batailles, là, une qui s'appelait l'Argonne, l'autre de la Marne, une autre bataille de la Marne, et toutes ces guerres-là ont repoussé les Allemands chez eux. Le 11 novembre 1918, les Allemands ont signé l'armistice. Une armistice, ça veut dire un cessez-le-feu. C'est le fameux drapeau blanc. Ça veut dire arrêtez de tirer, c'est bon, vous avez gagné. OK? Donc, le 11 novembre 1918, on a signé cet armistice-là. Et le 11 novembre, partout, auprès des pays qui ont vécu cette Première Guerre mondiale, on fête le jour du souvenir. Le 11 novembre, le jour du souvenir, le moment où on achète des coquelicots, tu vois, pour se souvenir de tous ces gens qui sont morts à la guerre. Donc ça, c'est le 11 novembre. Et il était 5h15 quand on a signé ce papier-là. Là. C'était la fin des combats. Donc ici, ça c'est une réelle photo, en bas c'est un dessin, en haut c'est une photo où on voit justement ce que j'ai encerclé en jaune, ça c'est les ministres et les généraux allemands qui sont allés dans un wagon-restaurant qui appartient au maréchal Foch. Le maréchal Foch, c'est celui qui est debout là, sur le dessin. Le maréchal Foch, lui, c'était le chef de toutes les armées alliées. Donc, il y avait dans ce wagon les généraux allemands, il y avait les amiraux britanniques, et il y avait le maréchal Foch, le commandant suprême des forces alliées, et son chef d'état-major, Maxime Weygand, qui venait, lui, d'Angleterre, je crois, mais je suis pas sûre. Donc, on signe un papier qui dit à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va tirer sur l'ennemi. Et la photo qu'on voit en haut à gauche, tu vois là, le général allemand qui signe ça ici, là, OK? Ça, c'est le papier d'armistice où les généraux vont signer le cessez-le-feu. Ça, c'est une photo que les Alliés, les chefs alliés ont pris en sortant du wagon. Ce wagon-là était tout près de la ligne de front. Et puis, à partir du moment où le cessez-le-feu a été signé, on a déclaré victoire des Alliés et défaite totale des Allemands.
On a dit aussi que le cessez-le-feu prendrait effectif à 11 heures, parce qu'on était le 11 novembre et on a dit à 11 heures, on arrête de tirer. Et à ce moment-là, partout en France, les cloches se sont mises à sonner. Partout, partout. Victoire, nous avons gagné. On a fait la même chose au Québec, là, à partir du moment où on a appris la nouvelle. Partout dans tous les villages, les cloches d'église sonnaient et tout le monde courait dans les rues, ça pleurait de joie. Maintenant, si on avait des gens qui étaient partis à la guerre, on savait qu'ils allaient revenir en vie. C'était là une immense joie. Je veux que tu te rappelles de cette photo où on voit les chefs des Alliés devant ce wagon-là. Tu comprends que ça n'a pas été facile pour les Allemands de se rendre dans le wagon du maréchal Foch parce que c'est un peu avouer une défaite cuisante, c'est un peu humiliant. Et les Allemands, à un moment donné, ils vont se servir de ce wagon-là lors de la Seconde Guerre mondiale pour se venger un peu. Souviens-toi de cette photo-là quand je t'en reparlerai. Donc, on a signé ça là, le 11 novembre, et là, ça, c'est un journal français qui dit que ça a été signé, l'armistice, c'est terminé. Et là, partout dans les rues de Paris, là, les gens courent dans les rues. Un peu plus tard au Canada, il s'est produit la même chose. Et tu remarques que là, il y a un drapeau américain qui flotte. Là, c'est sûr que là, les Français sont super reconnaissants envers ceux qui les ont aidés à gagner. Ils ont retrouvé leur France. Les troupes sortent des tranchées et rentrent à la maison, glorieux. As-tu vu comment il y a du monde pour les accueillir? Ça fait 4 ans que ça dure. Enfin, on est de retour à la maison. Ici, hein, les Américains qui vont parader, eux aussi. Mais cette guerre-là va laisser une grande partie de la France dans une désolation triste, grave, incompréhensible. Tout ce que tu vois en rouge, c'est complètement anéanti. Il n'y a plus rien à cet endroit-là. C'est là que ça a tiré le plus fort. C'est là qu'il y a eu le plus de dommages. Ce qui est en jaune, c'est des dommages importants. C'est des villages qui n'existent probablement plus ou à moitié. Et puis ce qui est en vert, ça a été touché, mais moins que les autres régions plus endommagées. Et tout ce qui est bleu, en dessous aussi c'est bleu, là, ça n'a pas été endommagé. Les Allemands n'ont pas brisé cette région-là. Donc, c'est un pays qui a été massacré. Et en 1919, on a fait le cessez-le-feu, mais il a fallu faire un traité parce qu'à la fin d'une guerre, on doit signer un papier officiel où, dans ce papier-là, qu'on appelle un traité de paix, on dit voici ce que nous avons gagné, voici ce que vous avez perdu, voici ce que vous avez brisé, voici combien vous allez devoir payer pour le réparer. Voici ce que vous, peuple conquis, on vous demande. Vous ne pouvez plus avoir une armée mobile, ni d'aviation. Bon, OK, dans le traité, là, on dit tout ce qu'on veut à partir du moment où on a gagné. Et là, imagine-toi donc que dans le traité de Paris, on a demandé à l'Allemagne pour réparer tout ce qu'ils ont brisé, incluant les vies humaines, on a demandé une somme de remboursement de 33 billions de dollars aux Alliés. Hey, ça en fait des zéros, ça là. Les Allemands se sont dit, ben voyons donc, comment on va arriver à payer ça? Et c'est ce qu'on a demandé aux Allemands de payer. Ça, c'est le 28 juin 1919. Donc, on a passé novembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est quelques mois après l'armistice. Et on se rend avec les Allemands dans le plus beau château qu'on possède en France, c'est-à-dire le château de Versailles. Et c'est pour ça que ça s'appelle le traité de Versailles. C'est là qu'on a signé le papier. Donc, on montre aux Allemands que nous, on est beau, on est riche, on est fort. Habituellement, un traité, ça se signe dans un terrain neutre. Mais là, les Français ont décidé que ça se ferait chez eux, dans ce qu'ils ont de plus beau, dans la Galerie des Glaces, à Versailles. Et c'est 5 ans, ils ont choisi le 28 juin parce que c'est exactement 5 ans après que l'archiduc François-Ferdinand ait été assassiné. C'est 5 ans, jour pour jour après. Et c'est là que les Allemands ont dû signer ce traité qui est, ma foi, lourd sur leurs épaules. Faut que tu saches que
Au niveau des empires centraux, c'est-à-dire les Allemands, l'Autriche-Hongrie, il y a eu 9 217 397 morts. Ça inclut autant les gens civils que les militaires. Tout le monde additionné ensemble. Ça, c'est au niveau de nos ennemis. Nous, les Alliés, c'est 9 370 813 morts civils et militaires. Regarde comme c'est pareil de chaque côté. On avait les mêmes armes, on faisait le même type de guerre. Fait que ça veut dire qu'il y a à peu près 18 millions de personnes qui sont mortes comme ça. Pourquoi, dans le fond? Pour de l'argent? Pour le pouvoir? Parmi ces 9 millions de morts chez les Alliés, il y en a 67 000 qui étaient Canadiens. Il y a eu 12 809 280 000 militaires qui sont revenus à la maison blessés. Et là, un militaire blessé, souvent, c'est qu'il manque un membre, il ne voit plus, il y a eu des balles un peu partout. Il est amoché, là, le militaire. Et c'est 12 800 000 militaires qui ont été blessés. C'est comme je te disais, c'est 18 millions de morts au total durant la Première Guerre mondiale. Jamais, jamais dans l'existence ça s'était vu, autant de morts après une guerre. Et c'est du monde qui sont répartis partout sur la planète, ça. Donc, quand on regarde le diagramme circulaire qui est là, on voit que les pertes militaires les plus grandes, c'est la Russie qui les a essuyées. 30% de toutes les pertes de cette guerre-là, c'est les Russes qui les ont reçus. L'Empire britannique, ça c'est nous, en bleu foncé. On fait partie de l'Empire britannique. C'est 16% de tout ce qui a été perdu en vie là, au niveau des soldats. 16%. La France, c'est sûr qu'elle a eu beaucoup de dommages parce que la guerre s'est passée sur son terrain. Mais tu vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes un peu partout. Et ça, c'est pour te montrer que après la Première Guerre mondiale, ce qui était l'Autriche-Hongrie, te souviens-tu, l'Autriche-Hongrie, ben cet empire-là n'existe plus. Les pays vont retrouver, avant l'Empire, ils étaient des pays, ils vont retrouver leur identité. On va revoir la Pologne, on va revoir la Tchécoslovaquie, l'Autriche est juste l'Autriche, l'Hongrie est juste la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie reprend sa place. Donc, tu vois, là, les pays vont changer. Même chose avec l'Empire russe. OK? L'Empire russe, là, des nouveaux pays vont arriver, comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne. Mais bon, ils vont quand même subir le communisme qui s'en vient, ces pays-là. Alors, on dit que, il y a plusieurs historiens qui disent que le traité de Versailles, ça a eu comme effet d'être responsable de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu saurais me dire pourquoi on dit que le traité de Versailles est responsable de la Deuxième Guerre mondiale 20 ans plus tard? On dit que la Deuxième Guerre mondiale, c'est ni plus ni moins la suite de la Première Guerre. Réfléchis à ça. Pourquoi on dit ça? Je te reviens là-dessus quand on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Je te remercie d'avoir été attentif et attentive. J'espère maintenant que tu es capable de mieux expliquer à ceux qui te poseront des questions ou à ceux qui voudront bien t'écouter ce que tu sais de la Première Guerre mondiale. C'est des deux guerres mondiales, des deux guerres mondiales, celle qui est la moins connue. Alors, montre tes connaissances, épate le peuple autour de toi, parle de la Première Guerre mondiale, dis ce que tu en sais. Alors, je te dis à bientôt, on se revoit quand ça va péter à nouveau. Bye bye!